Je vais revenir à mon but initial, c'est-à-dire le Groenland oriental et un suivi de longue durée sur cette population, après une divergence, enfin des chemins divergents vers le Scoresby-Sound et l'Alaska. Je reviens donc à Massalik et je fais plusieurs missions, dont 1972, qui est une mission hivernale, essentiellement pour voir les activités d'hiver que je n'avais jusque-là pas vues. Donc l'intérêt, c'est une saison différente et donc des activités, des modes de vie, et puis le suivi tel que je l'ai présenté de la population, avec cette histoire de fécondité qui devenait contrôlée, et ce qu'on appelle après la transition démographique, qui a été un des sujets étudiés un peu dans le monde entier par les gens de l'INED, des démographes de l'INED, et c'était dans les thèmes à la mode, c'est la transition démographique dans le monde, c'est-à-dire le passage, la baisse de la mortalité infantile, le contrôle des naissances et une certaine amélioration de l'espérance de vie. Alors, donc 72, des constatations sur retour chez évidemment, dans des familles que je connaissais bien, donc la routine, mais dans un climat différent. De même, et puis 72, c'était après 5 ans d'absence, donc j'avais là une tranche de temps pour voir, avec toujours mes indicateurs économiques et sociaux que j'essayais de suivre. Bon, j'ai eu l'occasion de faire quelques publications à ce sujet. Donc, de même, non, alors, oui, je me suis trompée. 72, ce n'était pas une mission hivernale, c'était une mission estivale, et c'est 77 la mission hivernale, mais le contenu est le même. Voilà. Donc 72 après estivale, 77 hivernale. En 79, je suis revenue et c'était l'année où le Groenland est passé sur le statut d'autonomie interne. Donc, je voulais voir si il n'y avait pas beaucoup de conséquences sur la côte est du Groenland. Enfin, bon, c'était quand même assez important. Et j'ai pu aussi m'intéresser, en dehors de ce que je contrôlais régulièrement, à un phénomène qui c'est des migrations lointaines. C'est-à-dire que le gouvernement danois avait proposé l'administration danoise avait proposé aux familles qui voulaient émigrer, enfin faire une migration de longue durée, d'un an, un hivernage, de les aider pour le transport jusqu'à leur lieu, parce que c'était loin de tous les centres vers le sud ou vers le nord, de les aider pour le transport et à l'aller et au retour. Donc j'ai pu voir une famille qui revenait et donc voir comment ils faisaient pour se passer donc du magasin, de l'école, de l'hôpital, puisque c'était finalement maintenant ancré dans leur environnement normal. Donc, comment s'était passée cette migration lointaine avec un certain retour vers le passé, où on est en autarcie complète, parce qu'il n'était pas question d'aller les chercher s'il se passait quelque chose. Et de même, j'ai vu des familles qui partaient
vers une migration lointaine. Et je regardais ce qu'ils emportaient pour ces migrations. Alors, ils emportaient, c'était un petit cargo qui les aidait là, pour ce transport, ils emportaient des sofas, ils emportaient... C'était incroyable. Des choses... Alors, je pensais à leurs ancêtres qui voyageaient légers. Et puis, alors, on leur prêtait de l'argent pour acheter de quoi s'alimenter, ce qui n'était pas fourni par le phoque qu'on chasse ou le poisson. Donc, ils avaient contracté un emprunt à rembourser l'année suivante avec les fourrures qu'ils rapportaient. Donc là aussi, il y avait des tonnes de sucre, des tonnes de farine pour ce qu'ils imaginaient utile pour tout un hivernage et indispensable. Alors évidemment, il y avait aussi tout l'équipement pour les fusils. Donc c'était assez intéressant de voir. Alors cette expérience avait bien marché. Ceux qui revenaient étaient vraiment... ils avaient bien vécu et ils rapportaient beaucoup de fourrure, de peau. Mais finalement, après ça, les choses n'ont pas duré parce que, à un moment, il s'est posé la question, s'il arrive un accident, il faut pouvoir qu'on le sache. Bon. Donc, les équiper d'un moyen de communication. Mais si on le sait, il faut aller les chercher. Donc finalement, c'est devenu compliqué, éventuellement extrêmement coûteux s'il faut envoyer un hélicoptère dans un endroit inaccessible, etc. Donc finalement, tout ça s'est arrêté. Et c'est un peu dommage parce que ça avait donné envie à des jeunes qui justement n'avaient pas vraiment bien passé le cap de la modernité, d'aller vivre en vraies conditions de chasse. Et puis bon, cette expérience a cessé. Alors en 84, il y a Ammassalik fêtait les 100 ans de sa découverte. Donc il y avait des festivités, etc. Et moi, je suis allée, donc toujours pour mon contrôle continu, mes observations continues, et j'ai vu l'impact de l'arrivée des congélateurs et des télévisions. Alors, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'un congélateur dans une société fondée sur le partage, ça change complètement les données. On met dans le congélateur, au lieu de partager la nourriture et de faire profiter tout un tas de... parce que le partage est quelque chose de très institutionnalisé. Là, il faut voir, bon, la chasse se partage. Donc le phoque, le morse, l'ours. Ça se partage, c'est très codifié selon la taille du phoque, selon le nombre de participants et tout ça. Bon, ce qu'on donne à la famille, à la belle famille, au réincarnant de tel nom, etc. Et puis, si c'est un gros gibier, ça va plus loin, soit des gens qui assistent au partage, soit même des habitants de la communauté. Après, avec le congélateur, on a des tendances individualistes se sont effectivement installées et le partage il existe toujours au sein de la famille, mais ça change les choses, et notamment en ville. Et ce que j'ai... et on se dit pourquoi un congélateur dans des régions froides? En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de température vraiment fixe. Il peut y avoir des sautes de température. Donc, un congélateur, ça a un sens pour éviter justement des choses comme ça.
Et la télévision. Alors la télévision, c'était au début une télévision en circuit interne. Et là aussi, ça a beaucoup changé les choses, parce qu'avant, il n'existait que les cinémas, des films dans une salle de cinéma, où tout le monde venait, tous les âges, ils riaient comme des fous dès qu'ils voyaient une poule ou, je ne sais pas, quelque chose d'un peu saugrenu pour eux. Et après ça, les gens dansaient. Enfin, c'était une festivité collective, le cinéma. Alors, quand il y a eu les téléviseurs dans les familles, de plus en plus répandus, bon, les salles de cinéma ont fermé. Et donc, ça a favorisé le repli un petit peu sur des familles plus restreintes. Et puis, sont arrivées les images du monde entier aussi. Moi, j'ai vu Dallas à Massalik. Je voyais les traîneaux à chiens passer devant ma fenêtre, et puis Dallas, c'était complètement surréaliste. C'est l'évolution. Alors, bon, maintenant, ils ont des téléphones portables. Enfin, ça continue à être complètement étonnant. Donc, on arrive à un moment où, en 87, je fais une nouvelle mission hivernale et je suis sur un sujet d'étude que je fais avec un Islandais, Magnus Magnusson, qui est spécialiste de la psychologie du comportement et qui a informatisé beaucoup de données sur le comportement. Et le nomadisme et la mobilité étaient une question qui l'intéressait à mettre en schéma comme ça, numérique. Donc, il a informatisé mes données sur les lieux habités par les gens, puisque je les avais par les archives, et puis commence à bouger d'année en année, et finalement, qui est allé où, combien de temps, etc. Donc, il avait fait tout un système, il a fait énormément de choses par ailleurs, en Amérique et ailleurs, mais il était au Musée de l'Homme, dans un bureau voisin, et alors qu'en principe on n'avait rien à se dire, et finalement il s'est intéressé à ça et ça lui plaisait. Alors il s'est aussi intéressé au Groenland, pourtant l'Islande n'est pas loin du Groenland, mais à l'époque il y avait comme une espèce de mur, l'Islande et le Groenland se regardaient pas en fait. Donc je l'ai mis dans le coup, et il m'a dit, ben voilà, il faut absolument qu'on fasse un film. Donc, qu'on fasse un film. Il a donc convoqué une journaliste islandaise, Sigrid Stefansdóttir, qui était très connue à la télévision islandaise, mais je ne la regarde pas souvent. Donc de venir avec un appareillage important et sur le terrain illustrer ce que lui montrait par ses schémas informatiques. Donc on est allé, je le pilotais, puis il y avait aussi Catherine Haenel qui a pu conduire aussi quelques interviews. Donc, on est allé voir les lieux où les gens habitaient pour telle et telle région, pour telle et telle raison, soit parce que la chasse était favorable, soit parce qu'on n'était pas trop loin d'une autre famille qui pouvait vous aider en cas de coup dur. Donc, on a fait ces tournages dans la région et aussi des interviews en ville. Une femme que Paul-Émile Victor avait bien connue, Elisa Marais, qui habite maintenant dans la ville de Massalik, Tassieda, et qui expliquait ce qu'elle ressentait. Elle dit maintenant, on est trop nombreux, on ne se connaît plus tous
alors que dans les petits villages, tout le monde se connaissait. Les gens deviennent violents. Enfin, elle fait son analyse de ce passage à la sédentarisation et à l'urbanisation. Et donc, la même chose, un jeune de Koumiout qui donne son point de vue. Et donc, il y a eu une période comme ça où je me suis intéressée. Alors, il y a eu ce film qui s'appelle Les derniers nomades du Groenland oriental. Il interviewait les vieux qui avaient, dans leur jeunesse, comme ça, changé de lieu dans ces maisons en pierre et motte de terre et qui avaient connu ça, agrémenté par des vieilles photos. Et puis la vie moderne, donc plus sédentaire et plus concentrée. Donc ce film est donc par nous deux, là, fait par nous deux, Magnus Magnusson et moi, les derniers nomades du Groenland oriental. Et j'ai fait plusieurs publications à ce moment-là sur la mobilité géographique, les processus de sédentarisation. Ça, c'était un peu aussi dans l'air du temps parce que un peu partout, les communautés se recentraient. Alors, il y a eu cette histoire de concentration de population. Au début, c'était favorisé par les Danois parce qu'ils préféraient que les gens soient dans des centres facilement desservis pour les services de santé, les services pour l'éducation, pour tout ça. Mais après, la machine était lancée, donc mettez-vous dans des centres qu'on peut plus facilement atteindre. Et donc c'est moins coûteux. Et puis après ça, la population d'elle-même a eu tendance à venir s'agglutiner dans ces centres. Et le maire de Tassila, que j'interviewais à chaque fois, je disais, mais il y a encore des nouvelles maisons, ça n'en finit pas. Et il me dit, non, mais maintenant c'est fini, il n'y en aura plus. Mais je dis, plus personne ne vient. Mais à chaque fois, il dit la même chose, mais les gens viennent. Et ça pose les problèmes de chômage, de violence, de difficultés. Et en même temps, ils aiment ce confort aussi de la vie en ville. Il y a plus de confort, et puis il y a des magasins. Et donc il y a toute cette ambiguïté, mais qui paraît. Maintenant, on se demande si. Par exemple, je parlais du discours de Bisson, il n'y a plus qu'un seul lieu habité. Tassila, à Massalik, il y en a de moins en moins. Les tout petits villages ont disparu. Ces considérations-là que je viens de développer un peu rapidement ont fait l'objet de ma thèse d'État que j'ai soutenue en 1983 et qui se sont appelées en version française les Amasalimut au XXe siècle, analyse du changement social au Groenland oriental. Ça, c'est la version française. Et là, la version anglaise, dans la série bien connue Medelsam Groenland. Donc, c'était le vrai titre de ma thèse, Ammassalik est Groenland, fin ou persistance d'un isolat, point d'interrogation. Étude anthropologique et démographique du changement. Parce que, effectivement, ma conclusion, c'était la fin de l'isolat, les populations. Alors, j'ai pu suivre aussi le métissage, ce qui est assez rarissime, puisqu'on avait cette connaissance très fine des familles et donc souvent des pères. Donc, tant que les familles. Le divorce était interdit à Massalik jusqu'en 1967. Et je me souviens à ma première mission, on annonçait qu'il allait être autorisé. Je voyais des gens me dire « Ah, moi je vais divorcer ». J'ai dit « Mais pourquoi ?» Des vieux couples, là, qui tout allait bien, mais c'était une nouveauté, comme ils aiment les nouveautés. C'est dit « Bon, si on peut divorcer, je vais divorcer ». Bon, c'était assez amusant. C'est de même que quand ils étaient défrayés des impôts, et ça ne leur plaisait pas. Ils disaient, pourquoi est-ce qu'on ne paye pas d'impôts? Quand ils ont payé des impôts, ils ont vu ce que c'était pas, ils n'avaient pas beaucoup de revenus, mais enfin quand même, c'est pas tellement avantageux de payer des impôts.
Alors, donc dans cette étude, je reprends tout ce que j'avais accumulé sur plusieurs missions. C'est pour ça que je parle d'observation de longue durée. Ça aussi, c'était, quand on parle des méthodologies encouragées à cette époque, une étude de longue durée, c'est important et intéressant parce que après, on peut faire quelques instantanés sur une période précise, mais un suivi donc sur un peu tous les domaines que j'ai pu traiter. Donc ça m'a donné un doctorat, alors un doctorat d'État puisque ça existait encore. Donc je pensais que ça allait être supprimé avant, mais j'ai été obligée d'y passer. Et quand il y a eu l'HDR après, je suis allée à la Sorbonne, j'ai dit je voudrais m'inscrire en HDR. On me dit pourquoi? Ben, j'ai dit parce que. On me dit mais vous avez un doctorat d'État, ça ne vous suffit pas? Je dis ah si, moi ça me suffit. Mais dit vous n'avez pas besoin d'HDR. J'avais dû faire le 3e cycle et le doctorat d'État. Alors, dans ce doctorat d'État, j'ai eu un jury assez prestigieux. J'ai eu évidemment Robert Gessin pour mes travaux de terrain, Alain Girard pour la démographie, qui est un professeur de démographe, Albert Jacquard, généticien, Yves Coppens, qui était directeur de mon labo à ce moment-là, après Gessin, et puis Jacques Lottmann, qui est un sociologue. Voilà, j'ai eu un beau jury.